Bien, mes chers collègues, nous commençons cet après-midi par l'audition de M. Hervé Falciani, ancien cadre informaticien de la banque HSBC. Monsieur, je vais commencer par un usage qui doit en être un également maintenant pour vous, qui consiste dans la prestation de serment. Alors, voulez-vous vous lever, monsieur? Monsieur Hervé Falciani, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Je vous propose, mes chers collègues, mon cher collègue rapporteur, que nous passions directement, puisque c'est désormais un sujet que si nous ne le maîtrisons pas totalement, nous en connaissons tout de même un certain nombre de contours, que le rapporteur Éric Bocquet passe immédiatement aux questions, ce qui nous donnera, puisque nous avons une audition qui se terminera d'environ 1 heure, plus le temps du débat, des questions et des échanges. La parole est à vous, monsieur le rapporteur. Bien, merci, monsieur le président. Merci, monsieur Falciani, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été hier auditionné, je crois, par l'Assemblée nationale, donc vous êtes très sollicité, et pour cause, depuis de nombreux mois, voire des années, depuis cette fameuse affaire que l'on appelle HSBC, les fichiers, à l'origine de la publication desquels vous êtes. Et donc c'est ce qui nous amène bien sûr à vous entendre dans cette commission d'enquête dont vous savez qu'elle a trait très particulièrement au rôle des banques et des acteurs financiers dans le système de l'évasion fiscale sur lequel nous avions déjà travaillé l'an dernier à l'occasion d'une première commission d'enquête. Mais le sujet est tellement immense, complexe, voire infini que nous creusons notre sillon sur le sujet en vue bien sûr de formuler des propositions puisque c'est le rôle de cette commission d'enquête, le rôle des parlementaires, au terme de ce travail d'enquête, de formuler des propositions concrètes qui peuvent devenir des lois, de la réglementation pour essayer de sortir de cette situation dont il est question régulièrement dans les médias et je pense qu'il faut s'en féliciter. Donc voilà, donc c'est à ce titre-là que nous allons vous entendre. Et dans un premier temps, peut-être une première question pour poser un peu planter un peu le décor sur le sujet qui vous concerne. Donc, je voudrais savoir dans quelles conditions exactement vous avez été amené à soupçonner que les fichiers HSBC, pour faire simple, auxquels vous avez eu accès, et dans quelles conditions cet accès vous a-t-il été proposé, contenaient des preuves de transfert illicite. Voilà la première question introductive, si vous voulez bien, sur laquelle j'aimerais vous entendre. Merci. Bien, merci à vous déjà de me recevoir et de me donner l'occasion de partager les éléments qui relèvent de la préservation de nos intérêts fondamentaux et ce qui m'a fait avancer vers la justice et pour le faire de façon consistante, récolter un ensemble de preuves à même de supporter ce que je comptais bien dénoncer au plus haut niveau. Donc ce qui m'a fait prendre cette position, ce qui m'a fait entreprendre cette démarche, fut le fait de constater que la banque est une des premières banques mondiales qui avait pour charge à l'origine de protéger les intérêts des clients et aussi ses engagements au niveau de la société et donc des États, avait en fait pour seule intention de se soustraire à ses obligations et d'être dans une logique de contournement de ses obligations et de ses responsabilités. C'est-à-dire, au lieu d'y faire face, s'assurer de ne pouvoir comment dire, s'y retrouver confronté. Et ça passait donc par effectivement des manquements en termes de régulation, en termes de contrôle, au niveau du cœur de ce qu'est l'activité bancaire et financière aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la maîtrise de ces outils informatiques. Donc, comment ai-je pu récolter ces preuves? Eh bien, je l'ai pu le faire que par l'intermédiaire de personnes qui elles-mêmes avaient accès aux preuves lorsque moi-même je n'en étais pas autorisé, puisque pour rappeler simplement mon rôle au sein de l'HSBC Private Bank, j'étais, lorsque je l'ai quitté, en charge des technical analyses, des analyses techniques pour le département des projets stratégiques. Donc, des projets qui avaient pour objectif de permettre à cette banque de s'adapter, d'évoluer, et de s'adapter à quoi? À des réglementations, à des tentatives de réguler et aussi de permettre de contrôler donc ces activités bancaires. Et
Et ce que j'avais donc expérimenté, ce dont j'avais été témoin pendant des années, c'était que la banque, au lieu de faire évoluer son système vers des systèmes plus performants, plus rigoureux et qui permettaient un meilleur contrôle des opérations bancaires qui se déroulaient en son sein, eh bien cherchait à pouvoir se soustraire au mieux à ses responsabilités. Et on aura l'occasion, je pense, lors de cette audition, de prendre des cas concrets qui aujourd'hui sont, de par le temps aussi passé, à notre disposition. Quelle a été votre motivation fondamentale? Vous évoquez nos intérêts fondamentaux, ce qu'on peut partager, mais est-ce que vous pourriez préciser et détailler ce que vous entendez exactement par là et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, bon d'abord, préalablement, quelles étaient vos fonctions exactes au sein de la banque, en gros, quel a été votre déroulement de carrière dans cet établissement bancaire, et qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous ayez décidé d'avoir l'attitude que vous avez aujourd'hui, que je veux saluer à titre personnel, mais voilà, quel a été l'élément de bascule à un moment donné dans votre réflexion? Pour ne citer que mon père, qui a travaillé dans la banque privée. Je suis né moi-même à Monaco. Et la culture et la connaissance que j'avais donc de l'activité de la banque privée à l'époque était plutôt associée à quoi? À la préservation des biens, des propriétés, des personnes, de personnes qui étaient dans des situations assez particulières, qui étaient souvent entre plusieurs pays pour des raisons professionnelles, qui étaient dans la nécessité de quitter leur pays pour des raisons, par exemple, de guerre civile, et qui donc se retrouvaient, ou qui en tout cas mettaient leurs biens en sécurité dans des endroits comme Monaco. Et ça, c'est l'expérience que j'ai eue petit, enfant, et puis grandissant. Quand je rejoins l'HSBC en l'an 2000, c'est avec une mission qui est de constituer un service de recherche et développement local pour l'HSBC Monaco. Et dans ce cadre-là, il s'agit donc de le doter de nouveaux outils informatiques qui vont permettre un meilleur contrôle des opérations bancaires. Donc, ce que je vois, moi, être dans la continuité de cette logique bancaire privée, la banque privée, qui est de protéger les biens de clients. Et en même temps, d'assurer aussi, de participer à quoi? À la traçabilité aussi bien donc de ces biens et de leur provenance. Cela dit, le problème surgira lorsque, au lieu de cela, je me retrouverai dans une situation où la volonté sera de faire évoluer vers des systèmes qui se révéleront moins performants au regard de problématiques de sécurité, de rigueur. Et on me fera donc participer à des projets qui, au lieu donc de permettre un meilleur contrôle et une meilleure protection des intérêts même du client et du respect des engagements de la banque, iront dans des directions diamétralement opposées, qui permettront, il y a des cas assez emblématiques, par exemple, de détecter si des gestionnaires, à un moment donné, présentant un risque réputationnel pour la banque, ne peuvent pas être détectés comme tels et invités à quitter la banque avant même que la réputation de cette dite banque soit mise à mal. Donc, vous voyez, on rentrait dans des outils d'analyse, de connaissance et de suivi des opérations bancaires qui avaient pour objectif, en fin de compte, de dédouaner la banque, de lui éviter d'être exposé, plutôt que d'aider à contrôler et à agir comme aussi acteur responsable de la place financière, pour un rôle qui est quand même central sur bien des points. Et je parle du rôle de la banque privée, qui est un peu le gras de la finance, là où les biens, où une majorité, par exemple, de la dette souveraine va se retrouver. Excusez-moi d'y revenir, Monsieur Falciani, mais quel est l'élément déclencheur dans votre comportement à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un jour d'exploiter ces fichiers? Donc sur Monaco, en 2000, dès qu'on rentre, on met en place un projet qui permet déjà de révéler des malversations d'un gestionnaire au détriment des clients sur Monaco. C'est le cas Steven Trott. Par la suite, donc ça va me permettre de participer à des projets d'envergure européenne. Ça veut dire au niveau de la direction sur Genève. Et on me fait participer à un projet qui s'appelle EDMS, pour gestion électronique des documents. Donc un projet, un système qui est censé garder les documents, une version numérique des documents qui sont utilisés tous les jours dans la banque. Sauf que
on me demande, et on nous demande donc avec les personnes qui sont en charge de ce projet, de substituer un projet à un système qui est fiable, qui est efficace, qui permet d'éviter justement qu'on le modifie, qu'on modifie les informations qu'il contient. On demande d'avancer, d'évoluer vers un système qui va lui permettre qu'on puisse modifier les documents qu'il contient même, puisque non plus enregistrés sur des supports inaltérables comme des disques optiques, ce qui était le cas pour le précédent système, mais vers des supports qui sont, eux, tout à fait modifiables, effaçables. Et ça, c'est la première occasion de la prise de conscience, qu'on rentrait vraiment dans une autre ère, où on pouvait effacer et où on avait la possibilité donc d'agir sur quoi? Sur les traces de ce que représente et de ce qui est attesté du patrimoine d'un client. C'est ce que vous entendez par malversation. Exactement, c'est-à-dire qu'à ce moment où je me réalise qu'au lieu de fiabiliser un système qui permettra d'assurer encore plus professionnellement les devoirs de la banque vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis des États par la suite, c'est ça aussi que je vais voir, eh bien, je me rends compte que déjà là, il y a un problème, il y a un décalage entre l'action et l'intention affichée. Et une des premières actions sera interne, ça veut dire qu'avant d'être lanceur d'alerte, il s'agit de se comporter en tant que témoin, et j'ai essayé de l'intérieur de œuvrer malgré tout pour rétablir la barre, pour redresser la barre. Et il va en résulter quoi? Dans le cadre de ce projet déjà, on va obtenir qu'avec la participation des consultants extérieurs IBM, de la compagnie IBM donc, qui a partagé l'effort de ce projet, on puisse réaliser un dossier, un rapport de fin de projet qui attestait des manquements et des risques sécuritaires auxquels exposait donc le remplacement d'un ancien système par ce nouveau. Et c'est ainsi que je vais continuer donc ma progression au sein de la banque. Au début, donc, comme simple analyse technique pour un projet donné, et pour finir avec une vision plus transversale, plus globale de l'ensemble des systèmes lorsque, ultimement, on m'attribue donc ce rôle de Head of Technical Analyst. Et pour donner un peu donc, la continuité, pour restituer la continuité de ma démarche interne et externe, une des dernières actions que j'ai eu à mener au sein de la banque pour essayer aussi de la ramener dans des voies plus saines, eh bien, ça aura été d'organiser un colloque sur la sécurisation des systèmes de passage d'ordre. Et ce fut l'occasion de réunir et de sensibiliser, en tout cas d'exprimer les problématiques à des intervenants donc, de la banque qui se trouvaient aussi bien en Chine qu'en Inde, et avec donc, le soutien aussi donc, d'autres architectes logiciels, en l'occurrence des personnes qui étaient en Irlande, mais pour dire que jusqu'à la fin, ayant malgré tout à un moment donné réalisé que je ne pourrais rien faire de probant depuis l'intérieur même de la banque et qu'il fallait et qu'il fallut donc se référer à d'autres autorités, donc même malgré cela, même malgré ces deux voies d'alerte, eh bien, dans la banque, j'ai continué jusqu'à la fin à essayer aussi donc d'alerter les personnes qui étaient en charge, qui avaient la responsabilité de faire en sorte que le système soit fiable et permette de lutter et non pas de laisser faire toutes sortes d'agissements. On verra, l'histoire nous le montre, on verra que, et c'est intéressant de le rappeler, on a été témoin ces derniers mois des conséquences de ces manquements au niveau de la régulation même de l'outil informatique. Et je me réfère à quoi? À des systèmes, à des problématiques comme les frères El Maleh. Vous avez peut-être à l'esprit ces histoires justement de blanchiment d'argent de la drogue qui ont mis en cause cette banque aussi. Mais là encore, quand au début donc, de mon interlocution, je vous expliquais l'attitude de la banque qui consiste à éviter, à contourner ses responsabilités. Et là encore, qu'a fait la banque? Elle aura fermé le département dans lequel officiaient donc les personnes incriminées. Elle aura demandé aux clients de clôturer leurs comptes, au lieu de quoi? Au lieu de chercher à savoir si dans ces clients, certains clients étaient indésirables, étaient répréhensibles, et si dans les employés, certains étaient complices. Donc là encore, on verra qu'au lieu d'aider à la lutte, à l'efficacité financière,
à la probité et à la légalité de ces opérations financières, la banque va rentrer dans une démarche d'évitement. Et quand, personnellement, donc moi, successivement, je suis témoin du fait que d'un système robuste, on cherchera à passer à un système permissible, eh bien, à chaque fois, ce sera une occasion pour m'inciter à prendre des risques, puisque n'ayant pas un soutien institutionnel en tant que lanceur d'alerte, je vais prendre des risques pour constituer déjà les preuves pour une justice et amener une justice à s'intéresser à ce qui se passait dans cette banque. Donc, première étape, je commence à essayer donc de solliciter l'intervention des autorités suisses. Cela ne se faisant pas, la prochaine qui rentrera en lice sera celle française. Et ça sera simplement par un téléphone, un appel à la brigade de lutte de la police judiciaire contre la haute délinquance financière, qui, elle, va en fait me mettre dans les mains de l'administration fiscale. Mais ma première démarche, et c'est l'occasion aussi de le répéter, fut orientée vers la justice. Et la justice suisse, puis d'autres justices, dont celle française, évidemment, de suite après celle suisse. Après, il y aurait différents éléments qui seraient intéressés de partager. Le fait que, ne serait-ce que pour avoir donc aujourd'hui dans les mains de la justice française et d'autres justices ces éléments de preuve, il a fallu avoir le soutien d'organismes de renseignement, de services de renseignement qui ont permis d'amener leur soutien logistique à ce qu'on sécurise ces informations pour qu'on puisse les transmettre. Parce qu'il ne faut pas oublier, et là je reviens encore là-dessus, que mon rôle ne me donnait pas accès aux informations sensibles. Que ces informations sensibles ont été sécurisées et délivrées dans les mains de la justice exclusivement, pas dans des médias ou des systèmes de diffusion de l'information comme Wikileaks, donc ont été délivrées dans les mains de la justice grâce à une infrastructure, grâce à un support logistique qui a été fourni donc par certains acteurs des services secrets de renseignement. Et là aussi, il faut comprendre que dans tout ce qui est du domaine de la transparence, dans tout ce qui est du domaine de la lutte contre l'opacité, il n'y a pas d'alternative au renseignement. Il n'y a pas d'alternative au fait de connaître quelle est la nature de la menace à laquelle nous sommes exposés. Donc, peut-être qu'effectivement, on arrive à une limite en termes diplomatiques, mais il faut comprendre que normalement, entre alliés, que l'on s'observe mutuellement, ça peut être pour les meilleures raisons du monde. Donc, il faut acter, et je pense qu'il faut aussi prendre l'occasion de mon expérience et mon retour d'expérience pour acter que les renseignements sont utiles et que ce sont surtout des personnes mal intentionnées qui auront intérêt à ce que l'on n'ait pas de transparence. Et pour peu que, bien sûr, ça ne soit pas, il ne s'agisse pas, comme je vous le dis, comme je l'ai fait, moi je ferai bien la différence entre l'étalage public et l'accès et la transparence aux informations utiles. Pourquoi ? Pour la préservation de notre intérêt général. Vous dites, monsieur, que vous n'aviez pas accès forcément, vous, directement, personnellement, à certaines informations, et en particulier à certains ordinateurs, enfin certaines informations contenues informatiquement. Les services secrets, certes, mais pour autant, il faut bien qu'entre, il y ait des personnes qui fournissent ces renseignements. Alors ma question est assez simple. Est-ce que vous avez actuellement des contacts personnels avec des personnes qui peuvent vous fournir des informations, mais qui n'ont pas encore accepté officiellement de prendre, comment dirais-je, la cape du lanceur d'alerte? Il y a évidemment, j'ai évidemment en tête différentes personnes qui seraient à même d'amener un témoignage et d'amener des éclaircissements sur bien des points qui méritent de l'être éclaircis. La problématique n'est pas tant leur existence, c'est vraiment comment. Et vraiment comment leur permettre et permettre à ce que d'autres aussi, que je ne connaîtrais pas, puissent le faire. Mais actuellement, vous avez des contacts avec ces gens-là. Moi, je continue effectivement à avoir des contacts sur comment évolue le système, et puis même par intermédiaire, c'est-à-dire en ayant aussi travaillé avec d'autres justices, dans d'autres structures. D'autres pays seront
équipés de mécanismes de renseignement, de systèmes de renseignement qui vous permettront de garder malgré tout une vision assez à jour de ce qui se passe de l'autre côté du mur, de l'autre côté de certaines frontières. Là, je parlais du mur du secret bancaire. Mais bref, oui, j'ai quand même effectivement encore un certain nombre d'informations qui me reviennent. Oui, Monsieur Falciani, je n'ai pas très bien compris les raisons qui vous ont conduit à avoir des soupçons clairs sur les données des fameux fichiers HSBC. Est-ce que vous pourriez y revenir, s'il vous plaît? Parce que vous avez suggéré n'avoir pas eu accès aux données, mais que celles-ci avaient été extraites grâce aux services de renseignement. C'est ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que vous pourriez clarifier ce point, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, ce que j'ai essayé de partager avec vous, c'est simplement que, au niveau de l'accès à ces informations, à ces éléments de preuve, j'ai eu l'aide d'autres personnes au sein de la banque. Par contre, pour assurer le fait que personne n'ait en sa possession ces éléments de preuve, personne d'autre que des justices déjà, eh bien, il a fallu recourir à un certain nombre d'expertises en termes de sécurisation et de transport de ces informations. Puisque, bon, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'obtention et la mise à disposition. Et c'est dans la mise à disposition qu'il a fallu qu'on m'aide. Je parle là, en l'occurrence, des services de renseignement. Par contre, pour ce qui est de l'obtention, pas à ma connaissance, ils ne sont pas intervenus à ce niveau-là, à ma connaissance, puisqu'ils sont intervenus dans cette mise à disposition aussi suite à ma demande. C'est-à-dire que quand moi, je me trouve face à une situation inextricable, où je ne vois vraiment pas comment je vais réussir premièrement à sécuriser ces informations et à les faire parvenir dans les mains souhaitées, eh bien, j'alerte les personnes, les compétences d'État qui me semblent à même de m'aider dans ma démarche. Et ça passera donc par la sollicitation d'un certain nombre de services de renseignement. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, malgré la présentation, malgré le nom sur lequel ces personnes se sont présentées à moi et ont aidé concrètement, factuellement, je n'aurais jamais, en tout cas je n'ai pas aujourd'hui l'assurance de leur réelle identité déclarée. Ce que je sais, c'est que leur action a été positive et a permis, dans les cadres qu'on s'était donnés, d'aboutir à ce que la justice aujourd'hui ait ses preuves. Vous voulez dire que les documents, enfin les pièces que vous avez obtenues, vous les avez obtenues anonymement, c'est-à-dire que vous ne mettez pas un nom sur la personne qui vous a transmis une information ou une clé USB, que sais-je? Non, pas du tout. Non, les informations. Moi, j'ai eu deux rôles. J'ai eu premièrement donc un rôle pour assurer l'acheminement dans les mains de la justice de ces informations, et deuxièmement, j'ai eu le rôle d'assurer que ces informations soient consistantes. C'est-à-dire, elles m'ont été données par des personnes que je connaissais, et les ayant obtenues, j'ai dû m'assurer de leur intégrité. Et cela fait, je les ai mis après, j'ai profité de l'assistance amenée par justement un service de renseignement pour pouvoir les mettre à disposition. Oui, avant de passer la parole à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous avez pris le temps d'analyser ces fichiers vous-même avant de vous en saisir? Et qu'est-ce que vous avez pu observer à l'occasion de cette analyse que vous avez éventuellement faite? Elles ont certainement été partielles, étant donné l'ampleur des données, qui sont assez conséquentes. Qu'est-ce qui a retenu votre attention à l'examen de ces données? Des noms, des montants d'encours, par exemple? En aucun cas. En aucun cas, je me suis intéressé, si on peut dire, aux particularités, aux instances d'opération bancaire, encore moins aux noms. Par contre, quand vous parlez de partialité, non. Ce qu'on s'est fait fort de récupérer, c'est l'intégralité. Donc l'intégralité à la fois de quoi? De certains systèmes qui montraient quoi? Qui montraient justement la permissivité de la banque et ses agissements. Et dans ce cadre, donc, c'est simplement parce que eh bien, pour que ces systèmes fonctionnent, ils devaient contenir des listes de clients, qu'on pouvait retrouver des listes de clients. Mais mon principal intérêt à l'origine était de restituer les éléments explicatifs de comment fonctionne la banque.
et de façon la plus factuelle, la plus, comment dire, inattaquable possible, en restituant en l'état dans lequel se trouvaient ces informations au sein même de la banque. Ça veut dire sans constituer, par exemple, des listes telles que ce fut fait par des administrations qui avaient des mandats et qui ont eu des mandats précis et limités à des listes déjà. Donc moi, en aucun cas, je me suis intéressé à des listes, mais je me suis intéressé à l'intégrité de systèmes et des éléments qui représentaient le fonctionnement de ces systèmes et à la mise à disposition donc de ces éléments. Je vais donner la parole à Madame Niemann, notre collègue, qui veut vous poser une question. Oui, monsieur, deux questions. La première, c'est que vous indiquez que vous avez donc bénéficié du soutien de services de renseignement pour faire passer, si je puis dire, les informations à un stade opérationnel pour la justice. Je voudrais vous demander, on avait entendu à l'époque un ministre des Finances nous indiquer qu'il avait une liste de noms, mais que cette liste ne pouvait pas être utilisée parce qu'elle avait été, entre guillemets, volée et n'avait pas été légalement transmise à la justice. Est-ce que vous avez connaissance des mécanismes de transmission? Est-ce que, de votre point de vue, ils avaient été illégalement transmis? C'est le premier point. Et la deuxième chose, puisqu'il y a des services de renseignement, donc quelle est la nature de ces services de renseignement en termes d'efficacité juridique de ce passage, hein. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé des projets stratégiques. Vous dites que dans l'organisation de la banque, il y avait des systèmes de compétences de la banque qui étaient mis au service de projets stratégiques. Or, nous réfléchissons à la manière dont les États, la puissance publique peut organiser sa riposte devant l'évasion fiscale, qui est un mécanisme qui s'adapte très vite, comme un virus mutant, quoi, hein. Et donc, est-ce que, de votre point de vue, il n'y aurait pas nécessité d'une sorte de similitude d'organisation, c'est-à-dire d'avoir des task force qui travaillent sur des projets stratégiques de lutte contre l'évasion fiscale? Et pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de ces projets stratégiques, qui ça réunissait dans les banques, quelles compétences étaient mises en œuvre, pour voir si éventuellement par symétrie, il ne serait pas utile de croiser les compétences au sein de l'État? Oui, bien volontiers. Je vais répondre à vos questions. Donc pour la première, lorsqu'il s'agit justement des procédures fiscales et judiciaires, toutes les informations, et quand j'ai parlé du rôle de certains services de renseignement, donc il a permis quoi? Il a permis un fait unique dans l'histoire, que des informations soient transmises à la justice française par la justice suisse. C'est-à-dire, toutes les informations dont on va discuter et dont on a entendu parler pendant des années ont été mises à disposition à la suite d'une demande d'entraide judiciaire suisse. Donc c'est de par les demandes de saisie, de scellés et les résultats donc de ces saisies, donc les scellés de cette commission rogatoire internationale suisse, a permis à la France et à la justice française de récupérer ces informations. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais eu plus direct et plus naturel transmission de données que dans ce cadre-là, dans ce cas unique donc de ce qu'on appellera sûrement l'affaire HSBC. Quand un ministre parle de données volées, il ne peut s'agir que d'une manipulation, qu'une entrave. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, aucun jugement n'a été prononcé sur quoi que ce soit dans cette affaire. Donc encore moins de vol de données. Donc quand un représentant de l'autorité, quand un élu, quand quelqu'un qui devrait soutenir les lois prétend cela, eh bien c'est du domaine de l'entrave, c'est du domaine de la manipulation, et contre nos intérêts propres. Ça c'est mon point de vue de citoyen, de témoin de ce que j'ai vécu, parce qu'il y aura d'autres épisodes qui s'afféreront à cet événement-là, hein, de déclarations comme quoi des données auraient été volées. Et ces autres interventions auront été, par exemple, le fait de brandir une liste
ce qui aurait pu être très bien fait 1 an plus tard, laissant le temps aux institutions judiciaires de progresser, d'enquêter tranquillement, sans qu'on alerte les personnes qui risquaient une enquête. Et bon, après, on pourrait continuer dans le sens, mais il y a une autre question. Là, pour les obstructions, il y en aura eu de nombreuses. Il y en aura eu au plus haut niveau. Il y aura eu des demandes de destruction de scellés en les retournant à la Suisse. Il aura été demandé, d'accord, que non seulement une copie des scellés soit communiquée à la Suisse, mais carrément que l'on retourne les scellés à la Suisse. Ce qui irait entraîner quoi judiciairement? Une destruction de preuves. De preuves pour donc quoi? Pour des preuves qui aujourd'hui, historiquement, sont un des premiers cas dans notre histoire donc, de la lutte contre l'opacité financière et l'évasion fiscale, eh bien, sont uniques. Donc, moi, je conclurai là pour cette première question sur justement lorsqu'on a parlé et mystifié donc le public et bien d'autres jusqu'à justement des magistrats sur la notion de données volées. Et puis je viendrai donc sur la deuxième question qui est justement comment faire face à cette menace. Alors, chaque fois qu'on a une menace, on pense en termes de défense. Donc la défense nationale, juste quelques jours après, donc le 14 juillet, il est important de faire le rapprochement entre les différents types de menaces auxquelles nous sommes exposés. Dans le cadre de la menace, donc de l'opacité financière, de la dérégulation, de l'absence de contrôle de ces opérations, puisque comme je vous le disais en début de séance, eh bien, nous avons des personnes qui, au lieu de prendre des responsabilités et participer à la lutte contre justement la délinquance financière, ils prendront soin d'éviter toute exposition à ces risques simplement, eh bien, on verra que donc on manque d'autorités qui se substitueront et qui rempliront ce rôle, qui se substitueront à ces acteurs financiers et qui rempliront ce rôle. Donc, dans la banque, on aura des systèmes d'adaptation. On peut essayer, c'est un axe extrêmement important, effectivement, de reproduire des systèmes qui vont offrir des vaccins qui s'adapteront au fur et à mesure que ce virus se mutera. Et donc, pour ce faire, eh bien, reprendre la même dynamique d'adaptation de nos défenses, tout comme il y a des mécanismes d'adaptation de, on va dire, ces virus. Si vous comprenez, on comprendra bien de quoi je parle. Alors, effectivement, ça passera par quoi? Par constituer des équipes, l'équivalent sûrement d'un département projet stratégique, quelque chose qui se rapprochera de ce que l'on aura en Espagne, rassemblé sous le nom de parquet anticorruption, où on aura un ensemble de compétences. C'est-à-dire qu'à l'identique que dans le département stratégique où on avait un ensemble de compétences réunies, eh bien, à nous aussi de constituer ce genre d'entité pour, justement, d'un côté, pouvoir récupérer les informations sur les menaces auxquelles nous sommes exposés, de l'autre, analyser ces menaces. Donc, vous voyez bien, il y a la connaissance métier. Ce sera dans la banque un département qui est dédié à la connaissance du métier et des opportunités proposées à la banque. Et la plupart du temps, une opportunité, c'est quoi? C'est une évolution réglementaire. Donc, lorsque nous, ici, nous cherchons à entraver un comportement qui nous est pénalisant, eh bien, la banque, elle, va prendre cela comme une opportunité pour prendre un service d'évitement, pour proposer un service d'évitement. Et pour proposer ce service, donc, le projet stratégique va faire quoi? Eh bien, va étudier quelles sont les modifications en son sein qui doivent être opérées et va donc mener à son terme ces modifications. Et donc, nous, on pourrait effectivement, prenant connaissance de comment la banque va s'organiser pour faire face à une réglementation, eh bien, évaluer un plan d'action qui aura pour but de contrecarrer cette offre de services nouveaux à venir qui, par les structures en présence, vient souvent avant même la date de mise en application de ces réglementations.
Oui, avec la permission de mon collègue Jacques Chiron qui a une question à poser. Vous voulez dire que des fichiers ont été transmis dans le cadre d'une commission rogatoire, certes, mais par qui a-t-elle été formulée d'abord? Et d'après ce qu'on sait, c'est la justice suisse qui a fait cette demande. Donc, comment ça s'est passé en détail? Donc moi, une fois sur France, je me fais fort donc, de récupérer les informations une fois sur France. Je ne suis pas sorti de Suisse avec des informations, avec les preuves que je comptais donner à la justice française, mais je les ai récupérées sur France, ces preuves. Et les ayant chez moi, lorsque la commission rogatoire s'exécute, eh bien, sont saisies à mon domicile ces informations que j'avais donc récupérées et validées à nouveau. Donc, ces scellés sont effectués par la gendarmerie nationale, sont transmises donc directement au parquet. Par les services secrets ou... Non, directement par l'action de la CRI, par l'exécution de la commission rogatoire internationale demandée par la Suisse. Donc c'est sous la demande, c'est sous la tutelle de la Suisse que ces informations sont récupérées, transmises à la justice française. Et atterrissent dans les mains de la justice française. Et c'est là où moi, je vais alerter le procureur, M. Éric de Montgolfier, sur l'intérêt pour la préservation de nos intérêts fondamentaux, qu'il fallait qu'il s'intéresse à ces informations, et non pas qu'il les retransmette sans rien faire à la Suisse, comme celle-ci le demandait. Et donc c'est aussi et essentiellement par son action que ces preuves-là finiront dans les mains de la justice française. Notre collègue Chiron va vous poser une question. Oui, je voudrais revenir sur le début de votre audition. Vous avez dit à un moment donné que le système d'évitement de la part de la banque, c'était sur des actes considérés comme criminels à l'échelon international. C'est-à-dire qu'ils ont voulu cacher, d'après ce que j'ai compris, un certain nombre de comptes relevant d'actes criminels à l'échelon international. Donc ça signifie pour éviter de les déclarer. Éviter de le déclarer ou pas. Si vous voulez, malheureusement, c'est plus étendu. La problématique, elle est plus étendue qu'au simple cas de cette banque, qui est déjà emblématique de par sa taille. Si vous permettez, je vais reformuler pour être bien sûr de m'être bien exprimé. Vous avez un système financier qui est un peu constitué comme un œuf. Vous avez une coquille et vous avez dedans une matière molle dans laquelle on pourrait se déplacer une fois passé la coquille. Et une coquille qui est assez faible, d'accord? Donc la coquille, c'est là où se concentre la responsabilité au regard, par exemple, des institutions judiciaires suisses. Et qui constitue cette coquille? Ce sont les gestionnaires de fortune au niveau de la banque. Ce qui veut dire que, imaginez-vous, vous avez donc une entité, le système financier, qui repose, pour lesquels la responsabilité de ce qui s'y déroule repose sur la tête de quelques individus, officiellement. Donc ça veut dire que la banque, elle va se permettre d'offrir tous les services que vont demander ses gestionnaires, pour des raisons commerciales. Et par contre, si le gestionnaire ne fait pas ce qu'il devrait, ce sera lui qui sera responsable au niveau de la loi. Or, comment lui restituer cette responsabilité si on n'est pas à même de déceler son activité? Et c'est toute la problématique de la banque. C'est-à-dire que si il n'y a pas un contrôle de cette partie molle, qui représente l'essentiel de la finance, eh bien, on ne pourra jamais, ou très difficilement, restituer leur responsabilité à la coquille, au niveau de la coquille, au niveau des intermédiaires, au niveau des gestionnaires. Et c'est simplement, et c'est toute la subtilité de la démarche, c'est que en rendant de plus en plus fine cette coquille, en l'éloignant de plus en plus de ce qu'est la banque, donc de l'œuf, de la matière molle de l'œuf, eh bien, la banque participe, aide à ce que nous soyons démunis face à des comportements délictueux. Et je vous ai cité les exemples des frères El Maleh en France, les exemples, j'aurais pu vous prendre aussi l'exemple, par exemple, d'un chef de la mafia chinoise en Espagne, Gao Ping, qui utilisait quoi? La même banque, cette même banque HSBC Genève. Et dans les deux cas, pour du blanchiment. Et dans les deux cas,
dans des cadres qui qui exposeront en termes judiciaires simplement les intermédiaires. Simplement les intermédiaires. Et la banque, elle, réussira toujours à se maintenir hors de toute poursuite, jusqu'ici. Parce que les réglementations sont faites telles quelles. Et c'est bien ça la difficulté, c'est que ce ne sont pas avec des réglementations qu'on va pouvoir interférer avec ces mécanismes, avec ces comportements. Ce seront bien avec des attitudes et avec des actions dynamiques. Ce sera bien, par exemple, en se rapprochant des intermédiaires financiers. Quand l'Amérique demande à la Suisse l'échange automatique des noms des clients, la Suisse, bon gré mal gré, va accepter, va rechigner, va présenter comme, bon, si c'était très grave. Mais va accepter, parce que le temps que ça passe en vigueur, elle aura déjà trouvé un mécanisme d'évitement. Par contre, quand on lui demande à la Suisse de communiquer ses intermédiaires, ses avocats, toute personne qui aura un rôle déterminant dans ses activités financières, eh bien là, il y aura une levée de bouclier généralisée. Alors là, on arrivera à la limite de la coopération. Et c'est tout le point, c'est que tout est dans la subtilité. On n'est pas dans du gros œuvre, on est vraiment dans de l'orfèvrerie. Et dans ce travail-là, dans ce domaine-là, il y a des places qui concentrent ces compétences et qui nous obligent, nous, donc à acquérir ces mêmes compétences pour pouvoir rivaliser. Et donc à reconstituer un environnement qui permettra à ces compétences de se développer et d'être au même niveau que celles de nos opposants. Très bien. Oui, personnellement, je voulais vous poser une autre question. Au début, lorsqu'on évoque un nombre de comptes révélés par vos informations, on évoque un nombre X. Par la suite, interrogeant les différentes personnes qui ont pu accéder à ces comptes, qui ont pu les vérifier, qui ont pu les contrôler, on nous indique que certains sont des doublons, que certains sont des comptes déclarés, epsilon, quelques-uns, et que certains ont des états nuls, enfin sont des comptes soldés, et on finit par aboutir à X divisé par 4 ou divisé par 5. Pour vous, c'est crédible ? Alors déjà, je ne me remettrai jamais en cause le travail de l'administration, parce que j'ai vu avec quels moyens ils avaient à œuvrer, et la vraie responsabilité réside dans le fait de ne pas lui avoir donné jusqu'ici les moyens. Maintenant, pour revenir aux chiffres, il faut voir que nous sommes dans une situation complexe, et comme on le comprend bien, si on n'a pas une connaissance parfaite de ces mécanismes, on ne pourra pas, ayant les preuves devant les yeux, on ne pourra pas les exploiter. Ça veut dire que si je viens, et c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs, quand je me suis retrouvé face à une quantité astronomique d'informations à partager avec, par exemple, l'administration fiscale, ces messieurs étaient bien démunis face à ça. Ils ne pouvaient pas l'exploiter. On a travaillé pendant des mois pour exploiter une partie la plus intéressante par rapport à leur mandat exclusif. Sur quelques mois, on a pu exploiter ces quelques informations. Mais tout le reste, qui était juste adossé à ce qu'on avait exploité, faute de pouvoir expliquer de quoi ils s'en retournaient, ils n'ont pas pu les exploiter. Et des éléments aussi importants que les intermédiaires financiers dont on vient de parler. Ne sachant pas qu'ils étaient représentés sous tel format dans ces informations, ils n'étaient pas même pour les exploiter. Donc, quand on parle de liste, il faut comprendre qu'on parle d'extraction. Ça veut dire, c'est comme une prise de sang dans un organisme. On aura une vue ciblée, choisie d'un organisme. Ça sera par exemple sa glycémie. Donc, quand on va voir, par exemple, qu'on va faire une prise de sang qui correspond à une liste de comptes, on aura quoi comme doublon? Alors, reprenons les chiffres, on aura plusieurs centaines de milliers de comptes bancaires, sachant qu'une personne pouvant détenir plusieurs comptes. Donc on peut très bien avoir une liste où on aura sur plusieurs lignes le même nom, mais avec un compte différent. Donc ça constituera un doublon en termes de personnes, mais pas un doublon en termes d'informations.
On aura plusieurs comptes pour une même personne. Ensuite, quand il s'agit d'établir, par exemple, un patrimoine pour une personne, si on ne connaît pas les biens, les produits financiers qui sont disponibles pour les clients, eh bien, on va se retrouver dans des situations qui sont assez inattendues pour les personnes justement qui ne les connaissent pas. Je vais vous prendre l'exemple des dépôts fiduciaires. Le dépôt de fiduciaire consiste à déléguer la propriété d'un bien, un peu comme pour les trusts, sauf que là, c'est un dépôt. Vous avez 1 million, vous déléguez, vous transmettez la propriété de ce million pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, ce bien, c'est un peu comme pour certaines formes d'assurance vie, ben, ce bien va être à la propriété de la banque. Donc si on regarde l'état de vos biens, vous avez 0, vous avez moins 1000, moins 1 million, moins 10 millions. Donc si il vous reste par exemple, si vous lisez une liste dans laquelle apparaîtra d'un côté en positif 5 millions et de l'autre moins 1 million, votre premier réflexe, ça sera de soustraire et d'obtenir 4 millions. Sauf que ce moins 1 million correspond à la trace dans le système du fait que vous détenez 5 millions et non pas 3. Oui. Comment un client de la banque peut-il... Simplement, excusez-moi, oui, pour arriver à la conclusion de ce que je comptais partager avec vous, rien que le patrimoine d'un client n'est pas quelque chose d'intuitif, n'est pas quelque chose qui pourra, faute de connaître vraiment la banque, qui pourra être établi par une simple disponibilité d'informations. Donc, si vous détenez les informations bancaires, si vous n'êtes pas à même de bien les interpréter, vous allez arriver à des décalages très conséquents. Comment un client d'une banque, entrant dans ce type de mécanisme-là, peut-il se préserver contre l'appréhension de ses propres fonds, puisqu'on est dans l'occulte complet, qu'il a délégué la propriété à un intervenant, une personne interposée? Comment peut-il se prémunir de récupérer cet argent et d'échapper à une propre fraude de la banque à son détriment? Vous revenez sur un apprentissage que j'ai eu tout jeune, hein, encore une fois, où mon père, quand les premiers mots qu'il m'a transmis, les premiers éléments de compréhension de la banque qu'il m'a transmis furent: la banque est la négation de la confiance. Il faut viser et superviser. C'est un principe, il y a des principes comme ça, comme le principe des 4 yeux, où on devrait assurer que chaque opération soit visée, supervisée. Donc, pour éviter justement que quelqu'un de mal intentionné puisse détourner des biens. Et à une époque, l'époque où il me transmettait ses connaissances, on était dans l'époque où les éléments étaient sur des cahiers, sur des registres, où on ne pouvait pas effacer, on ne pouvait pas faire disparaître, comme l'informatique l'a permis depuis. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que quand on parle de secret, on va revenir à des événements qu'on a connus sous le terme, par exemple, des fonds en déshérence. Et si on voit, hein, ce n'est pas simplement spécifique à la Suisse ou aux endroits où on aura un secret bancaire très, très exigeant, mais déjà en France, ça existe. Déjà en France, quand vous allez estimer les biens en déshérence en France, eh ben, vous pourrez, ce ne sera même plus un facteur multiplicatif, mais ce sera plutôt exponentiel. Vous pouvez imaginer ce qu'il peut se produire derrière un mur aussi, au plus que le mur sera solide d'ailleurs. Vous pourrez imaginer donc qu'est-ce qui pourra se passer derrière un mur comme le mur du secret bancaire suisse. Merci, nous allons revenir aux questions de notre rapporteur. Bien, merci, Monsieur le Président. Oui, afin de bien comprendre votre cheminement, Monsieur Falciani, donc vous avez dit tout à l'heure que vous avez quitté le territoire suisse, si j'ai bien compris, sans être en possession des documents, des fichiers en question. Bien sûr. Et dans ce cas-là, la question se pose de savoir qui vous a aidé au transfert de ces données. Est-ce que les services secrets ont eu un rôle concret dans cette opération-là? Voilà, ça c'est la première question que je voulais vous poser. Ensuite, deuxième question, dans quelles conditions la justice suisse vous a-t-elle identifié comme étant possesseur de ces fichiers? Et troisième question pour cette série-là,
Quels ont été vos interlocuteurs au ministère des Finances en France? Un témoin a fait état de diverses tractations dans les services fiscaux. Ça a été repris dans la presse à plusieurs reprises. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur leur objet? Pour la dernière de vos questions, je suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris quand vous parlez de tractation. Bon, pour revenir donc et prendre dans l'ordre vos questions. Oui, en fait, c'est le juge de Montgolfier qu'on a auditionné l'an dernier qui faisait état de. Ce sont ces propos que nous reprenons dans l'audition, et voilà, il a fait état de cette situation. Bon, moi, je vais vous restituer ce qu'il s'est passé, hein, aussi bien donc à partir du moment où j'ai quitté la Suisse et après, lorsqu'il s'agit de travailler donc avec comprise l'administration fiscale. Donc, lorsque je quitte la Suisse, effectivement, je n'ai pas d'informations avec moi. Aucune information. Je rentre en France sans rien. Et quand je vous ai parlé donc du rôle de certains services de renseignement, il s'agit sur la sécurisation, la mise en sécurité de ces informations pour qu'elles puissent être disponibles aussi bien depuis la France que depuis l'Espagne ou que depuis tout autre pays, sans courir le risque que par ma disparition, elles disparaissent aussi. Donc c'est simplement ça. C'est-à-dire que l'essentiel du rôle des services de renseignement a été donc d'assurer cela. Une partie aussi quand même bien importante aura été dans les mécanismes qui ont entraîné la Suisse à venir perquisitionner sur France, qui cela aussi est de leur tribu, hein, leur revient. C'est aussi grâce à eux qu'on a pu organiser cette judiciarisation dans un pays où les réglementations nous imposent et nous évitent de pouvoir vraiment lutter efficacement. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Quand donc, une fois rentré et une fois ces données perquisitionnées, donc disponibles pour la justice française, une fois cela fait, moi j'ai simplement amené donc mes éclaircissements sur la nature des informations. Comme je l'expliquais, les informations telles quelles, si je vous les donnais, et si je les donnais aux personnes les plus expertes dans la lutte au niveau français, si je les donnais demain, ils seraient bien à même d'établir qu'ils ne peuvent rien en faire. Ils ne sauraient pas quoi en faire. Ils pourraient retrouver peut-être quelques noms. Et en fait, le test fut fait ainsi. Quand moi, je leur ai transmis ces données, je n'avais pas de connaissances particulières sur leur niveau de compétence, sur l'exploitation, sur leur capacité d'exploiter ces données. Et ce sont eux qui sont revenus vers moi pour me dire, écoute, j'ai bien vu qu'il y avait des noms par-ci, par-là, mais je suis incapable de pouvoir les utiliser. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à travailler avec. Donc, tractation correspondant à quoi? Correspondant justement à un travail, à l'organisation d'un travail, à des réunions. Les seuls éléments de tractation que je vois et que j'ai vécu ont été afférentes au fait d'organiser des séances de travail explicatif. Et gracieusement, évidemment, hein, comme à chaque fois. Donc, tout au long de ces années, j'ai amené ma contribution, aussi bien au niveau de l'administration fiscale que de la justice française et de justice, gracieusement, volontairement, et en ayant comme limite simplement le temps qu'on m'avait imparti pour le faire. C'est-à-dire que dans un ensemble d'obstructions dont nous avons été victimes, hein, puisque c'est nos intérêts qui en pâtissent à terme, eh bien, a été aussi organisé le fait que je ne puisse pas, de façon consistante, apporter toute mon aide, ne serait-ce que dans l'explication des mécanismes et dans le fait de mettre en place une défense qui soit à la hauteur des menaces. Mais aujourd'hui, les choses sont d'une autre nature, les intentions sont différentes, et je suis plus qu'optimiste, je suis certain qu'on va réussir à redresser la barre. Monsieur, précisément sur ce point, vous avez incontestablement une expertise très précieuse. D'abord, vous êtes ingénieur système. En plus, vous connaissez le système bancaire qui organise l'opacité. Donc, vous avez une expertise, j'allais dire, monnayable. Est-ce que l'État français vous a proposé de vous rémunérer pour que vous agissiez en qualité d'expert pour analyser ces informations que vous nous dites difficilement analysables par d'autres? Peut-être. Alors, ma question est, est-ce que l'État français vous a proposé de vous indemniser de cette expertise, voire est-ce que vous l'êtes? Non, en aucun cas.
en aucun cas, jamais. Et puis j'ai offert gracieusement mon aide depuis le début. Non. Que dans des domaines limités. Jusqu'ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher une voie pour justement que je puisse apporter mon aide, pour que je puisse continuer cette lutte qui est devenue un engagement personnel. Mais comment vous expliquez ça, que vous offrez là votre expertise, vous amenez un certain nombre de choses, et à tous les nouveaux, vous nous indiquez il y a un blocage, on ne me permet même pas d'aider, d'apporter mon expérience. Comment vous expliquez ça? Qui est ce on? Parce que le on ne m'a pas aidé. Enfin, oui, qui est le on? Je vais vous dire, si on prend, alors prenons pour la partie la plus emblématique, prenons donc le précédent président de la République, qui va prétendre que les paradis fiscaux sont finis. Son action concrète, la seule dont moi je puisse témoigner, dont nous pouvons tous témoigner, parce que malheureusement je ne peux pas témoigner qu'il ait aidé à quoi que ce soit, pour ma part, eh bien, son seule action concrète aura été de permettre au Panama de pouvoir continuer à travailler. Donc c'est quelque chose qu'il faut... revenons aux faits. D'accord ? Le précédent gouvernement et son représentant, pour être très précis et concis, je dirais, quand il a eu une action à mener, quand il a mené une action, ça a été pour rendre une place qui est tout à fait connue pour ses dérives dans la gestion des patrimoines immobiliers, qu'est le Panama. Et donc la France, quand elle a eu une action, elle a été au niveau des paradis fiscaux, sous la présidence de M. Sarkozy, a été néfaste pour nos intérêts personnels, pour tous nos intérêts généraux. Donc je réponds aussi à votre question. Alors ce n'est pas détourné parce que je ne peux pas faire état d'une aide qui a été apportée dans cette lutte au regard de ma connaissance des moyens de lutte dont on aurait besoin et dont on a besoin. Mais je peux vous faire état de ce qui a été fait et qui va contre nos intérêts. Il est exact que vous n'avez pas pu rencontrer M. Cahuzac lorsque vous avez également voulu lui fournir des informations? Je vous le confirme. Autant cette lutte dépasse les partis politiques, puisque c'est du domaine de l'intérêt général, et nous sommes tous dans la même barque, si je puis dire, autant il y a effectivement des personnes qui auront eu un rôle clé. Et le pire dans la corruption, ce n'est pas de faire quelque chose contre, même si, comme je vous disais, il y a eu des actions contre qui ont été menées. Non, le pire dans la corruption, c'est de laisser rien faire et de ne pas aider à ce que soit fait. Parce que ce sont des déterminations et ce sont des actions concrètes, franches, qui nécessitent un investissement, un engagement qui permettent de lutter contre une telle menace. Quand vous savez qu'il s'agit de, par an, et c'est une estimation à minima de plusieurs dizaines de milliards, quand vous comprenez que l'enjeu est de cet ordre, eh bien, vous comprenez que ça nécessiterait un pourcentage de cet enjeu d'investissement. Et aujourd'hui, l'investissement n'est pas fait, même à minima. Donc, c'est l'intérêt aussi de nos rencontres, c'est l'intérêt de comprendre que nous avons la possibilité de faire, mais que simplement aujourd'hui, et je suis heureux de voir que dans le gouvernement, que dans l'administration, il y a un changement qui se laisse sentir, qui est en voie d'arriver, et qu'on va peut-être, donc, grâce à cela, si on le maintient, si on maintient cet effort et si on le mène à son terme, on va enfin pouvoir se doter d'une défense qui soit adaptée à la menace. Est-ce que vous pourriez préciser, M. Falciani, ce que vous entendez par action contre, d'une part, et je voudrais revenir un peu en arrière sur les types d'opérations, des cas concrets que vous aviez annoncés, nous détailler. Nous serions très preneurs de quelques exemples très concrets de ce type d'opération dans cette activité, s'il vous plaît. Oui, bien. Donc, oui, il y en a de toutes sortes. Si on prend des exemples, par exemple, sur les régulations, les réglementations, l'équivalent, on a un exemple aujourd'hui dans la lutte, l'exemple américain. Donc, quand je vous dis qui a été fait contre, donc un des acteurs phares dans la lutte contre l'opacité financière et en tout cas l'évasion fiscale a été jusqu'ici l'Amérique. Donc les États-Unis, l'Amérique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché donc simplement à mettre la pression, à
à révéler, à expliquer les mécanismes et à obtenir des informations. Quand ils ne pouvaient pas le faire directement, ils ont mis en place des réglementations comme le Qualified Intermediary, le QI, qui permettait donc la taxation des ressortissants américains sur la base de l'origine des produits qu'ils détenaient. Donc si c'était des produits d'origine américaine, eh bien, une partie des bénéfices issus de la détention de ces produits devait être reversée. Et dans ce cadre-là, la banque se comportait en percepteur pour l'Amérique. Quand l'Europe, de façon plus générale, a cherché à faire la même chose, et ce qui s'est trouvé appelé par l'ESD, European Saving Directive, qu'est-ce qui en est ressorti? Que la réglementation prévoyait de taxer les personnes physiques et non pas les personnes morales. Donc la faille, ou plutôt la démarche, le projet stratégique qui a pris le biais de cette évolution réglementaire a été d'identifier les personnes qui paieraient plus que la mise en place d'une structure légale, derrière laquelle ils auraient pu donc s'abriter, qui auraient pu payer plus qu'en bénéficiant de certains produits. Bon, j'en ai nommé un dernièrement, là, les dépôts fiduciaires, par exemple, donc, qui auraient besoin de modifier la nature de leurs avoirs pour éviter cette taxation. Donc voilà, il y a un projet qui consistera et qui consista à identifier les personnes qui se verraient pénalisées par cette réglementation et à leur fournir un service, donc qui sera facturable, hein, pour ne pas avoir à le subir. Donc imaginons, s'ils avaient eu à payer 10, ils n'auront finalement qu'à payer 5, mais à la banque, pas aux États. Et c'est exactement ce type d'activité à laquelle je me référais quand je parlais de projet stratégique et de logique de contournement et de saisie d'opportunités commerciales, en l'occurrence. Lorsque vous avez trouvé refuge en France, quelles ont été vos démarches concrètes pour faire connaître ces fichiers d'abord, puisqu'un récent rapport de l'Assemblée nationale fait état d'une certaine déconvenue de votre part, enfin vous en avez un peu parlé, après que la DNIF vous a orienté vers le ministère de l'économie et des finances. Quelles étaient les raisons de cette déconvenue selon vous, et avez-vous été protégé dans l'intervalle? Et toujours à propos de l'Assemblée nationale, il est indiqué que vous avez pu regretter que l'exploitation informatique n'ait pas été aussi approfondie qu'elle aurait pu l'être, ou dû l'être. Est-ce que c'est, selon vous, exact? Et quelles lacunes peut-on identifier sur ce sujet? On est resté toujours dans le sujet depuis le début de la séance. Maintenant, ce que j'ai pu, moi, constater, c'est que déjà au niveau réglementaire, on a un problème. Parce que si on a besoin aujourd'hui de lanceurs d'alerte, c'est qu'au niveau des témoins, on n'a pas une protection correspondante à ce qu'ils nécessitent, ces témoins. Et tant qu'on n'aura pas ça, il y aura un manque au niveau démocratique et au niveau de la justice. Maintenant, quand donc j'ai eu à réprouver, le terme n'est pas vraiment adapté. Je dirais que j'aurais bien aimé pouvoir m'adresser directement à la justice, sans avoir besoin de passer par une commission rogatoire internationale. Cela dit, la France ne le permet pas, toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me retrouvais en Suisse avec ces mêmes éléments de preuve pour une banque dont la dangerosité a été révélée, n'oublions pas que c'est la banque la plus condamnée de l'histoire. La HSBC a déjà été condamnée à hauteur de 1,9 milliard de dollars. Donc, malgré la dangerosité d'une banque, si aujourd'hui j'avais ces informations à transmettre à la justice française, je ne pourrais pas le faire. Ça me passait par, justement, le fait d'être dans le cadre d'une enquête déjà ouverte. Donc, je me suis retrouvé dans les mains de l'administration fiscale, probablement parce qu'en termes judiciaires, il n'y avait en aucun cas, il n'y a toujours pas l'arsenal qui permet de faire autrement. Arsenal qui existe ne serait-ce qu'à nos frontières. Il suffit d'aller en Espagne, on aura un arsenal
qui permet donc de combler cette lacune que nous avons ici. Donc voilà, ça c'est déjà pour je dirais les regrets, la tristesse que je peux avoir à constater et à revenir sur cette partie de mon parcours. Ensuite, pour ce qui est des moyens pour exploiter les données mieux, complètement, de façon utile, et puis en plus proactive, avec une possibilité d'enclencher un mécanisme qui nous permettra de rester au niveau, pas simplement de bénéficier d'une connaissance à un moment T, mais aussi après de garder et d'enrichir cette connaissance. Donc tout ça, c'est ce dont j'ai déjà discuté, à savoir ce qui est à notre portée aujourd'hui. C'est un potentiel. Donc je regrette que le précédent gouvernement n'ait pas pris les mesures qu'il était à même de pouvoir prendre et qu'il aurait dû prendre. Et j'espère et je suis optimiste sur le fait qu'aujourd'hui, grâce aussi à vous, eh bien, on va tous ensemble arriver enfin à proposer quelque chose. Quelque chose qui fera que, quand on se retrouvera ou quand on aura l'occasion de faire le point sur où on en est, on pourra établir que des avancées auront été effectuées, qu'on aura franchi des pas décisifs. Oui, on a eu l'occasion d'auditionner M. Parini l'an dernier, directeur à l'époque de la DGFiP, et il nous avait dit qu'il n'avait pas pu exploiter les fichiers. Voilà. Que pensez-vous de cette appréciation et avez-vous été associé à ces travaux à Bercy, enfin à la DGFiP de manière générale? Alors, par exemple, lorsque, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'ai recontacté les personnes avec qui j'avais commencé à travailler il y a de ça 5 ans au niveau de la NEF, de l'administration fiscale, et j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, si on reprenait depuis le début cette aventure, est-ce que vous pensez que nous aurions travaillé ensemble dans un hôtel sur Nice, dans une chambre d'hôtel pour laquelle rien n'était prévu, dans laquelle rien n'était assuré, ni en termes de sécurité pour ma personne, pour nos personnes, ni en termes de sécurité sur les protocoles d'analyse et de traitement des informations? Imaginez-vous traiter la mémoire d'une banque dans une chambre d'hôtel. C'est ce qu'on a vécu. Les gens courageux, l'administration fiscale, ont participé à ça, bien à leurs dépens aussi, bien en encourant des risques. Et s'il n'y avait pas eu derrière d'autres mécanismes pour sécuriser cela, moi-même, je ne m'y serais pas soumis. Mais ça, c'est de la responsabilité de qui? En tout cas, pas des agents qui y ont été soumis. C'est au-dessus que les moyens n'ont pas été réunis pour traiter le sujet à la mesure qu'il méritait. Oui, vous dites que nous n'avons pas en France les moyens que, semble-t-il, les Espagnols auraient. Mais face au problème que soulève toute cette affaire, il y a quand même deux techniques. L'administration fiscale, certes, elle est obligée de passer par la commission des infractions fiscales, mais peut déposer plainte pour fraude fiscale. Et puis, le parquet peut parfaitement ouvrir directement une enquête, voire après susciter une instruction pour blanchiment de fraude fiscale. Puis après, lancer le processus d'enquête classique avec des pouvoirs des enquêteurs français qui ne sont certainement pas moindres que ceux espagnols. Je comprends mal votre réserve, là, ou votre critique du système, j'allais dire, juridique. Eh bien, pardon ? Oui, eh bien, simplement d'expérience par rapport à ce que j'ai pu vérifier moi-même. Hein. Lorsque je rentre en contact avec la police judiciaire en 2008, je suis à ce moment encore dans la banque HSBC. D'accord ? Eh bien, ce qui s'opère, ce n'est pas la mise à disposition de la justice de ces preuves. C'est le fait qu'on me mette, je dirais, en contact avec les agents de l'administration fiscale et qu'on me dise nous ne pouvons pas nous ne pourrons pas utiliser de façon judiciaire vos informations, nous ne pourrons pas attester leur origine et nous ne pourrons les utiliser qu'en termes de renseignement. Donc moi je vous fais état simplement de ce qui sera établi par les agents de l'administration qui ont eu en charge. Vous nous rapportez ce que vous avez vécu. Juridiquement, ça me paraît très contestable. Je crains que le choix soit ailleurs. C'est-à-dire quand il y a fraude fiscale,
on considère que c'est l'administration qui est compétente et pas sauf si l'administration saisit la justice. Et il me semble que si vous permettez, non, si vous permettez, on est avant même cette problématique. On est dans le fait que si moi je me présente à vous avec une liste et je dis je suis témoin, je dirais je vais dénoncer un certain nombre de faits. Quand je suis témoin, je vais dénoncer un certain nombre de faits. Bon, bref, j'ai une liste, je l'écris, je n'ai pas d'autre responsabilité que ma parole. Par contre, si je vous fournis des preuves, des éléments de preuve, et que je ne peux pas attester l'origine de ces preuves, vous pourrez être poursuivi pour recel. Si ces éléments sont, si vous utilisez un matériel qui est volé, imaginons, vous êtes poursuivi pour recel. Et c'est ça qu'il faut modifier, mais c'est aujourd'hui. Et moi, je vous parle d'il y a ça 5 ans. Et aujourd'hui encore, avant que cette modification soit actée, nous serons dans la même situation, nous resterons dans la même situation. Bien, pour poursuivre le cheminement, encore une fois, je vais demander de rassembler vos souvenirs, et je pense que vous avez une excellente mémoire. Et pouvez-vous nous indiquer si des banques françaises figuraient parmi les personnes morales concernées par les fameuses données, puisqu'un rapport de l'Assemblée nationale cite certaines d'entre elles. Est-ce que vous vous souvenez de leur identité? Même question pour les entreprises non financières. Y avait-il également des personnalités connues, éventuellement des responsables politiques de premier plan? Voilà la première question que je voulais vous poser. Donc, vous allez comprendre toujours que mon intérêt, c'est de se ramener au mécanisme, à rappeler que ma vraie expertise, elle est dans les mécanismes d'adaptation, en l'occurrence de la banque, et c'est là où je vais pouvoir vraiment contribuer à la hauteur de tout mon potentiel. Par contre, sur des données qui sont plus du domaine des clients de la banque, des intermédiaires de la banque, eh bien, ma contribution se limitera à quoi? Au fait de rappeler que la banque fonctionne de façon distribuée, avec une myriade d'intermédiaires. Ce qui nécessitera pour nous, d'ailleurs, de se réunir à plusieurs. De réunir non seulement nos efforts, l'effort de différents ministères localement, mais aussi de se réunir entre États. Lorsque donc vous me demandez si j'ai mémoire de banque, je dirais c'est évident que ce qu'on appellera l'intermediary banking, ça veut dire le fait qu'une banque détienne de ses avoirs dans d'autres banques, est le mécanisme qui permet d'établir un maillage entre une multitude, une myriade d'autres institutions financières. Et ça, c'est assuré que même sans regarder, même sans avoir jamais consulté aucune liste, il est exclu d'imaginer que donc cette banque suisse n'ait pas de compte, ne soit pas en relation avec des banques françaises. Donc, et c'est ça le plus important, c'est pas tant forcément que les banques françaises soient clientes de cette banque, mais plus que les banques françaises aient comme client cette banque, qui peut présenter aussi des risques pour nous, des éléments qu'il nous faudra vigiler et surveiller de près. Donc moi, ce que je pense, c'est que la dangerosité que je vois et l'important qu'il y a dans la connaissance des relations qui existent entre des banques françaises et des banques suisses réside dans la présence de comptes dans chacune de ces entités, de comptes qu'on appellera miroirs ou nostro loro. Et ce sont ces maillages, effectivement, qui existent et qui sont répartis entre plusieurs banques. Donc vous pouvez avoir une banque, par exemple, espagnole, qui aura un compte dans une banque française et suisse, et qui fera que la banque française, sans avoir même de compte déclaré en Suisse, pourra bénéficier d'un circuit qui finira en Suisse. Donc ce ne sera pas forcément les clients directs simplement qui présenteront des intérêts. Mais évidemment, vous allez avoir des banques françaises qui directement seront en relation avec les banques suisses. Et cette banque-là, en l'occurrence. Vous avez différentes façons de réaliser ou de concrétiser les relations qui existeront entre banques, donc les comptes et les transactions.
nous avons aussi les transactions qui transiteront par différentes banques, par différents intermédiaires. Donc c'est tout ce maillage, c'est toute cette complexité des moyens de communication aujourd'hui et des moyens de relations et des relations existantes qui posent le niveau du défi. Et effectivement, les banques présentent ce problème. Alors après, quand ça nous ramène aux noms propres, aux noms par exemple de personnalités ou de ministres, il ne faut pas présumer que je dirais un politique soit plus bête qu'un autre. Il ne va pas forcément déclarer son compte en nom propre quand nous avons tous les moyens d'intermédiation qui vous permettront par exemple de bénéficier de certains services, de certaines aides, certains voyages peut-être. En bref, quand vous voyez tous les moyens qui vous permettront d'être rétribué de façon indirecte, eh bien, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à vous exposer directement à détenir des biens en Suisse. Donc, plus vous allez être au fait de ces intermédiations, mieux vous allez connaître ces mécanismes et moins vous allez vous exposer au fait de détenir un compte directement. Ce sera dans des mesures vraiment très infimes que l'on va retrouver des gens exposés directement. Est-ce qu'il y a des comptes d'entreprises, de grosses entreprises notamment, qui sont concernés par cette liste HSBC Private Banking, ce qui peut paraître surprenant? Est-ce que vous confirmez? Quelle est votre analyse? Non, mais évidemment, si vous voyez par exemple, on va revenir sur les logiques d'évitement. Vous avez HSBC qui, au Luxembourg, voyant le vent tourner au niveau des noms, avec la FATCA, au nom des personnes qui déclarent leur nom, eh bien, va céder ses activités de banque privée au Luxembourg pour se concentrer sur la gestion des clients qui sont corporate, c'est-à-dire la partie des entreprises. Donc c'est la réponse. Vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, le secteur économique va se réorienter vers des entreprises, vers des intermédiaires, des éléments d'intermédiation par rapport aux non personnels, aux personnes physiques. Notre collègue Christian Eckert, rapporteur de la commission à l'Assemblée nationale, a fait un travail de plusieurs mois sur la liste HSBC et il faisait état dans la presse récemment de nombreux salariés d'HSBC, plus d'une centaine de mémoires, dont il semblerait à l'évidence qu'ils étaient des prête-noms pour d'autres. Est-ce que vous confirmez cet état de fait? Moi, encore une fois, chaque cas mérite et nécessite d'être analysé de façon conséquente. Quand vous trouvez des employés qui ont des droits par exemple qui peuvent être des droits de regard, de signature peut-être, mais à voir. Il faudra connaître la nature du compte et la raison pour laquelle sont détenus ou sont associés au niveau de certains droits ces comptes. S'il s'agit, imaginez, d'un fonds de pension, et que l'employé a aussi la gestion de ce fonds de pension, il se verra associé à ce compte bancaire sans que les avoirs soient réellement à lui. Alors, si vous parlez de milliers d'employés, bon, ça pourrait être... il sera possible qu'on aura en tout cas une diversité de cas de figure. Maintenant, je dirais, ma connaissance, c'est que la banque fonctionne par cloisonnement et va éviter de s'exposer directement. Je vous dis, c'est la logique de l'évitement. Alors, ça me semble quand même, voilà, ça m'interpelle le fait de penser que des milliers d'employés soient prête-noms dans cette banque. Il faudrait voir de plus près. Je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour l'établir clairement. Après, c'est vrai que dans quelques mois, peut-être que je pourrais vous répondre différemment. Qu'est-ce qui vous a amené à fuir vers l'Espagne à un moment donné? Donc, quand les élections présidentielles ont permis à M. Hollande donc, de devenir président, le vent a changé. La demande d'entraide judiciaire formulée par l'Amérique, qui avait été étouffée, qui avait été refusée pendant de nombreux mois, voire des années, repart. Ça veut dire quelques semaines, simplement, quelques semaines après l'élection de M. François Hollande, en tant que président, reprend la collaboration judiciaire avec
l'Amérique, les États-Unis. Et à ce titre, je suis entendu procureur américain à Paris, au niveau de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Et on m'indique donc que, eh bien, malheureusement, les mesures ne sont pas à même d'être prises. Je dirais, on avance, mais à minima. C'est-à-dire qu'ils n'auront qu'une partie des informations, ils n'auront eu qu'une partie de l'aide qu'ils pouvaient espérer de la justice française à son état, en ce moment. Et ce n'est pas du domaine de l'exécutif, c'est du domaine de magistrats à cette époque. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Moi, je me retrouve donc à nouveau exposé sans avoir de mesures de protection adéquates. Et les mêmes personnes qui m'avaient aidé à sécuriser les preuves pour qu'elles puissent être transmises à la justice, ces mêmes personnes m'offrent un certain nombre d'options, me proposent un certain nombre d'options, et celle qui me semble malgré tout pas la moins dangereuse, mais préférable par rapport à mes convictions et à mon combat, ben, c'est de me rendre en Espagne. Alors je sais que je vais être emprisonné, mais il faut reconnaître, bon, dans certaines mesures qui sont avérées bien autres que celles espérées. Et donc voilà, c'est pour fuir certaines menaces, pour fuir les risques inhérents au fait que d'un côté, l'entraide reprend, d'un autre côté, peut-être que la lutte contre l'évasion fiscale, l'opacité financière va reprendre, et que pendant le temps qu'elle reprenne, moi je ne serai pas, n'étant pas protégé, je serai exposé. Donc c'est dans ces conditions, dans ce contexte, que je prends la décision effectivement de me rendre en Espagne. Votre commentaire sur ce qui vient d'arriver à M. Pierre Condamin-Gerbier, votre collègue qui a été auditionné ici même le 12 juin dernier, et donc les autorités suisses viennent de l'incarcérer, c'est bien cela? Il fait mesure, voilà, la justice s'empare de son cas. Quel est votre commentaire sur cette situation? Mon commentaire, c'est que bon, je ne connais pas déjà cette personne, mais ce qui est certain, c'est que toute personne qui participe à la justice, donc jusqu'à preuve du contraire, hein, il s'est présenté à la justice, il est devenu un témoin pour des enquêtes en cours au niveau de la justice française. Et qu'est-ce que je vois? C'est couper l'herbe sur le pied de la justice française. Donc, quelle est la démarche, quel est le fond de cette démarche de la justice suisse dans ce dossier? C'est vraiment empêcher une instruction qui est en développement sur le territoire français. Ça, c'est factuel, indépendant de la personne. Moi, je ne connais pas même la nature des informations qu'il a transmises, le témoignage qu'il a à transmettre, mais je sais que c'est un témoin. Et en tant que témoin, dans une procédure française, je pense que, n'étant pas en guerre avec la Suisse, on pourrait s'attendre à une meilleure collaboration des justices. Sur votre départ en Espagne, vous dites Mettez le micro là, par contre. Sur votre départ en Espagne, vous indiquez que, ayant pris conscience avec la collaboration franco-USA, que vous ne seriez pas à même en France d'avoir toutes les garanties d'aller le plus loin possible dans l'exploitation de ce que vous avez observé. Vous mettez en exergue le danger que ça pourrait avoir pour vous, mais est-ce qu'il y a aussi le fait que la justice espagnole et les mécanismes de travail de l'Espagne vous permettaient de continuer un travail d'investigation et d'aller vers un traitement judiciaire des choses, ou est-ce que c'était uniquement lié aux menaces que vous sentiez potentiellement sur vous? Évidemment, plusieurs paramètres ont influé mon choix. Parmi les paramètres, je pourrais simplement constater que lorsque fut nommé donc, au ministère du Budget M. Cahuzac, pour moi, la tournure des événements ne me semblait pas tout à fait favorable, ne serait-ce que sous cet axe. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a effectivement le fait qu'un certain nombre de démarches avec des informations à minima avaient été menées en Espagne avec succès, des personnes de plus haut niveau. Il faut rappeler que M. Botín, donc, qui est vraiment le représentant de la plus puissante banque européenne à ce jour, la Santander, avait été reconnu coupable d'évasion pour plusieurs centaines de millions d'euros.
Donc il fallait comprendre, il fallait restituer. Aujourd'hui, c'est même l'occasion aussi d'insister là-dessus. Vous avez des dirigeants au plus haut niveau, des plus grandes instances bancaires européennes, qui pratiquent l'évasion fiscale, déjà. Donc ça a été effectué et c'est un résultat acquis en Espagne, par l'Espagne. Donc c'est un des facteurs, un des paramètres qui a influé dans mon choix. Ensuite, je pourrais les énumérer. Il y aura effectivement le fait que je ne m'attendais pas non plus à passer 5 mois en prison. Quand on sait que dans le cas, je vous ai parlé des frères El Maleh, qu'il s'agit quand même de blanchiment d'argent de narcotrafiquants, hein, eh bien la personne a été condamnée à 6 mois de prison. Donc je ne sais pas combien de mois elle aura fait. Mais donc voilà. Dans quel pays vous avez été emprisonné, M. Falciani? En Espagne. Espagne, hein, en Espagne. En Espagne, pourquoi à la demande de la banque, hein, de la HSBC, qui a demandé donc par l'Interpol à ce que je sois extradé vers la Suisse. Pour des motifs, là, alors si on y revenait aussi, c'est une parenthèse si vous me permettez, je pourrais faire. Il faut voir qu'on a prétexté à la justice suisse, entre autres, d'autres mensonges, hein, que je n'avais pas été disponible pour participer à leur enquête, qui s'était déroulée déjà depuis 5 ans. Sachant qu'ils avaient toujours eu mon adresse, mon téléphone personnel, pour me joindre à tout instant par mon intermédiaire et l'intermédiaire de mes avocats, qui m'avaient convié à une visite en février 2012 sur territoire suisse, où je m'étais rendu. Donc, quand on voit tous ces éléments, et quand on réalise donc qu'ils s'adressent à une autre justice en prétextant que déjà ils avaient besoin de m'extrader parce qu'ils n'avaient pas possibilité de rentrer en contact avec moi pour faire progresser l'enquête, on voit bien dans quel contexte on se situe. On voit bien quelle est la gravité de la situation quand on arrive à ce que des représentants d'une justice se comportent de telle façon. Donc, au résultat, voilà, je me suis retrouvé emprisonné pour ces motifs, dans un cadre où la justice espagnole, finalement, a rempli son rôle, et dans tous les axes. Par rapport à ses engagements, elle, pour le coup, elle a rempli ses engagements européens, internationaux. Et elle a aussi rempli son rôle en me permettant d'aider la justice dans le cadre donc du parquet anticorruption. Donc, en y allant, je n'étais pas assuré de pouvoir amener ma contribution aussi au parquet anticorruption. Il s'est avéré que ce fut possible, et j'en suis ravi. Bon, le coup a été rude, le coup reste rude, mais c'est ainsi. C'est effectivement au regard donc de tout ce contexte, de ce poids. Il faut comprendre que aujourd'hui, je représente une menace, une grande menace par rapport à quoi? Par rapport au bien le plus précieux de la plupart de ces banques privées, qui est leur réputation. Donc ma simple personne, le simple fait que vous me receviez ici, le simple fait que ça se continue par la suite, qu'on maintienne la pression et qu'on engage des moyens pour lutter, eh bien, va affaiblir naturellement ces activités je dirais, qui sont répréhensibles vis-à-vis de nos intérêts. Donc, c'est tout ce poids, c'est tout ce potentiel-là qui a fait qu'à un moment donné, il a fallu que je pense à sécuriser ma personne. Alors, quelques dernières questions, parce que nous approchons de l'heure de l'audition suivante et je ne voudrais pas prendre de retard. Donc, vous venez en gros de nous expliquer que l'exploitation totale et intégrale de la liste, du fichier, n'a pas été accomplie, si j'ai bien compris. Des systèmes. Des systèmes. Des informations disponibles sur la banque. Est-ce que vous y travaillez encore aujourd'hui est-ce que vous y avez travaillé avec d'autres pays? Je pense à la Grèce, le Royaume-Uni, par exemple. Est-ce que vous y travaillez encore aujourd'hui à l'exploitation de ces systèmes? Et pensez-vous qu'il faille, imaginons une autorité indépendante, une équipe d'experts indépendants et transparents qui aurait la tâche de travailler jusqu'au fond justement de l'exploitation de ces systèmes. Est-ce que ça serait
utile, nécessaire, et notamment du point de vue de l'intégrité de la liste, parce que la question est revenue à plusieurs reprises dès l'audition ici du procureur de Montgolfier, qui se posait la question, comme beaucoup d'autres personnes. Donc pensez-vous que cette intégrité ait été préservée, parce que la liste a quand même circulé entre beaucoup de mains, depuis sa transmission jusqu'à l'exploitation aujourd'hui et pour la suite. Voilà, donc qu'est-ce qui a pu se passer entre deux? Pensez-vous que l'intégrité de ces fichiers ait été vraiment respectée? Et dernière question plus personnelle, vous l'avez évoqué, vous parlez de menaces à votre endroit, de quel type de menaces d'abord, et de la part de qui proviennent-elles? Données, ce qui est essentiel de bien comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'assurer l'intégrité des données et d'assurer qu'elles auront été ou pas tronquées par telle ou telle administration. Pourquoi? Parce que par le même mécanisme que les informations auront été disponibles et mis dans les mains de la justice française, les mêmes informations qui ont été transmises à la justice française ont été transmises à la justice espagnole. Ce qui permettra donc de les comparer et d'établir qu'il n'y a pas d'altération, qu'il n'y a pas eu de modification de ces informations. La justice suisse également? La justice suisse aussi. Donc, on aura déjà la possibilité d'assurer qu'il n'y a pas eu d'altération. Mais là, je vous dis, je préfère donc me recentrer sur le fait que déjà, en France et en Espagne, avant même l'acceptation de la collaboration judiciaire, les deux entités possédaient des informations identiques. Donc, le rapprochement pourra être effectué, pourra lever le doute. Lever le doute aussi sur quoi? Sur justement des informations qui ont été, je dirais, tronquées, qui ont été dévoyées, sur le fait que des fichiers auraient été modifiés. Il y a un rapport de la justice suisse qui révélait que les données des fichiers auraient été altérées. Et là, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre l'intégrité, l'identité matérielle et logique d'une information. Si vous avez un film vidéo, que vous le copiez, bien vous aurez sur cette copie la préservation de l'intégrité logique de ces informations. Par contre, physiquement, effectivement, non, ce ne sera pas le même physique. Donc, ce qu'avaient soulevé les autorités suisses avait été justement une modification en termes physiques sur certains fichiers qui n'ont jamais été exploités jusqu'ici, de surcroît. Mais par contre, ces altérations physiques, qui pouvaient révéler peut-être ne serait-ce qu'une copie, ne permettaient en aucun cas d'attester d'une altération logique. Donc ça aussi, c'est une notion importante qu'il convient de partager aujourd'hui. Ensuite, donc, vous avez posé un certain nombre de questions. Il y avait aussi donc, la possibilité donc, de poursuivre la lutte. Ben, oui, je le répète, la possibilité de poursuivre la lutte, elle existe, d'exploiter ces informations, elle existe, et d'aller au-delà. C'est-à-dire, ces informations ont surtout, à mon sens, l'intérêt de révéler la dynamicité de la banque, de la diversité des outils dont elle dispose, pour pouvoir justement contourner les réglementations. Mais donc, faisant état de cela, il ne s'agit pas de s'arrêter à cela seul, il s'agit donc de mettre en place les mécanismes qui vont nous permettre de faire face à cela. Et je suis optimiste sur le fait qu'on y arrive. Et je sais qu'on est déjà en contact pour essayer que tous ensemble, avec ma contribution, on arrive justement à constituer quelque chose d'efficace et de correspondant aux enjeux. Enfin, pour ma menace, donc, elle est aussi tributaire de cela. C'est-à-dire que, ayant un gouvernement qui veut lutter, qui cherche réellement à lutter contre l'évasion fiscale, contre l'opacité financière, eh bien, en étant un acteur qui va permettre justement de donner un avantage dans cette lutte, qui représente un avantage dans cette lutte, tant que je resterai un élément assez unique, assez marginal, ben, je serai exposé à un risque. Et donc, dès qu'on rentrera dans une démarche qui sera plus étatique, où on aura des structures correspondantes, conséquentes, alors là, les risques sur ma personne seront diminués, évidemment. Je pourrais rester peut-être emblématique sur certains points, parce que justement, peut-être que si je me projette
avec optimisme, je serai peut-être un des éléments déterminants dans cette constitution d'une force de défense, mais malgré tout, je dirais, le risque sera moindre, parce que nous serons sur un pied qui sera plus d'égalité. Et je ne représenterai pas la marginalité qui risque d'être le déclenchement d'un mécanisme de défense. Est-ce que vous avez été approché, et je conclurai là-dessus, par les autorités de supervision françaises, l'autorité de contrôle prudentiel et l'autorité des marchés financiers? Je n'ai, jusqu'à mon retour d'Espagne, la seule et unique personne, en dehors de l'administration fiscale, la NEF et la justice, qui m'a approché, la seule autorité qui m'est approchée, a été M. Arnaud de Montebourg. Point barre. La seule personne qui a, en termes d'autorité, qui s'est intéressée à ce qui se passait dans le fond, a été M. Arnaud de Montebourg. Donc je n'ai jusqu'ici pas encore été approché par toute autre entité prudentielle ou autre. Bien, M. Falciani, merci beaucoup pour cette audition qui se termine. Merci Merci à vous. Merci.